l'enfouissement des déchets au Québec, ça représente un secteur d'activité bien présent. En effet, les matières résiduelles qui ne prennent pas le chemin du compostage ni du recyclage vont se retrouver dans les lieux d'élimination. Il y aurait 74 lieux d'élimination au Québec. Ça, ces chiffres-là, ce sont des chiffres de l'organisme Recyc Québec. On est en 2021. Donc, des chiffres qui datent de quelques années, mais quand même assez récents. Donc, 74 lieux d'élimination en activité. On parle de 38 lieux d'enfouissement technique, les LET. Les lieux d'enfouissement de débris de construction et de démolition, on en a 38, donc les LEDCD qu'on appelle. Il y aurait seulement 4 incinérateurs et 25 lieux d'enfouissement en tranchée, les LEET. Donc, il y aura encore ces lieux-là en activité. Ça représente 94 des matières à éliminer qui sont acheminées vers les LET ou les LEET. Donc, on parle de 5,4 millions de tonnes de déchets. Donc, c'est en augmentation, là, en tout cas, par rapport à 2018 jusqu'à 2021. Donc, on parle de 14 d'augmentation. Qu'est-ce qu'il y a dans ces déchets-là? Toujours selon l'organisme Recycle Québec, il y a... on parle d'un pourcentage de 30 de matière organique encore dans les matières à éliminer. Il y a aussi des résidus de construction, rénovation, démolition. Donc, on est au tiers, aussi 28 et 25 encore de papier, carton, plastique, verre et métal qui se retrouvent aussi à l'élimination. Donc, le lieu d'enfouissement technique, les LET, c'est conçu pour protéger l'environnement. C'est composé de cellules d'enfouissement. Les déchets sont complètement isolés des eaux souterraines, mais par des membranes étanches. Là, on voit sur la photo. Et aussi, il y a un réseau de captage installé au fond de ces cellules-là qui va collecter le lixivia, qui va acheminer vers des bassins où ça va s'accumuler, puis ça va être ensuite traité. Il y a aussi un système de captage des biogaz. Donc là, on parle de lixivia, là, vous avez sûrement déjà entendu cette expression-là. À la fin de chaque journée, les déchets vont être recouverts, OK, pour éviter les odeurs, la présence de vermine. Puis, si les déchets contiennent de l'amiante, bien là, il va y avoir des précautions plus particulières. Ça devrait être recouvert avant d'être compacté. OK? Ça, c'est prévu au règlement. C'est l'article 41 du règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles. OK? Ensuite, quand les cellules sont pleines, elles seront recouvertes d'une membrane étanche et ensuite d'un couvert végétal, comme on peut voir après ici, une belle petite montagne. Alors, voilà. Donc, pour situer le contexte de notre présentation, c'est mon collègue Pierre-Luc, en 2022, qui a reçu une demande de la direction d'un lieu d'enfouissement technique de la région de la Capitale-Nationale, notre région là où on travaille. Donc, la direction s'inquiétait, en tout cas se questionnait sur est-ce qu'il y a des risques, étant donné qu'ils acceptent les déchets qui contiennent de l'amiante, est-ce que ça pourrait exposer les travailleurs? Donc, c'était leur préoccupation. Ils ont acheminé la demande. Et là, l'équipe Santé au travail, on est composé d'un médecin, hygiéniste, technicien. On s'est questionné, on s'est dit, oui, l'amiante, c'est une bonne question, ça peut être mesuré. Est-ce qu'il peut y avoir autre chose? Fait que là, on s'est questionné, puis on a été quand même assez créatifs. Là, on avait des idées, oui, il pourrait certainement avoir autre chose. Puis là-dessus, bien, Pierre-Luc va nous parler là, des idées qu'on a eues, puis qu'est-ce qu'il a mesuré sur le terrain. Lors de notre première visite au lieu d'enfouissement technique, on nous apprend que c'est ouvert 5 jours par semaine, soit 8 heures par jour, 40 heures semaine. Et puis qu'il y a un opérateur de compacteur, ça c'est un conducteur d'engin lourd qui compacte les déchets,
à temps plein, ce qui veut dire qu'il est là 8 heures de temps, 40 heures semaine. Son travail consiste à compacter les déchets, mais ça demeure, ses tâches demandent à ce qu'il demeure dans sa cabine fermée et ventilée avec l'air extérieur du lieu d'enfouissement technique. Bien sûr, l'air extérieur du lieu d'enfouissement technique est filtré. Là, je sais qu'il y a un monsieur qui a parlé de filtre tantôt, des cabines, mais concernant le filtre du monsieur ici, c'est un filtre standard. On a appelé le commerçant, puis il n'était pas capable de nous indiquer si c'était un filtre EPA ou pas, alors nous, on considère que c'est un filtre standard. Fait que ça fait un petit plus. OK, puis alors, notre opérateur demeure dans sa cabine la majeure partie du temps. Cependant, il sort 3 fois de sa cabine dans une journée pour prendre ses 2 pauses et son dîner à l'extérieur du lieu d'enfouissement technique. De plus, on l'a remarqué pendant les échantillonnages qu'il pouvait sortir de son véhicule pour gazer son véhicule avec un autre véhicule qu'il faisait avec... c'est une opération qu'il faisait avec une pompe électrique, fait que ça demandait qu'il reste à l'extérieur de sa cabine pendant un certain nombre de minutes, mais ça arrivait peu souvent. La majorité de son temps est dans sa cabine filtrée. On remarque sur place qu'il y a beaucoup de circulation de camions ordures sur des voies de terre et de gravelle à n'importe quel moment de la journée. OK, fait que l'établissement traite les sols souillés aux hydrocarbures et ces mêmes sols décontaminés, on les utilise au lieu d'enfouissement technique pour aider à la compaction. Et concernant la gestion de l'amiante sur place, parce que c'était une grosse question pour l'établissement, il n'y en a pas. Il n'y a aucune gestion de l'amiante, ce qui veut dire que l'entrepreneur qui vient déposer ses déchets qui contiennent de l'amiante vient les porter sur place, comme on voit sur la photo, puis notre opérateur ne fera aucune différence entre ces déchets et tout autre déchet. Fait que c'est important à garder à l'esprit. Alors, sur place, on demande à notre opérateur de nous fournir son filtre habitacle afin de savoir c'est quoi les contaminants qui sont dans l'air ambiant du lieu d'enfouissement technique. Et par chance, le filtre, ça faisait 2 semaines, 3 semaines qu'il était sur le véhicule et il y avait pas mal de poussière. Alors, grâce à ces poussières-là, nous avons pu remplir une bouteille d'échantillon de procédé qu'on a pu envoyer à l'IRSST. Fait qu'on était en attente de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans l'échantillon de procédé. Suite aux résultats d'échantillons de procédés, nous avons une rencontre d'équipe santé au travail et puis nous avons décidé de retenir les risques biologiques parce que, bien sûr, dans le lieu d'enfouissement technique, il y a pas des contaminants, mais il y a des déchets organiques. Alors, nous avons retenu les endotoxines et de plus, nous avons retenu les bactéries les moins sûres. Mais concernant les bactéries les moins sûres, on a demandé l'expertise de l'IRSST pour faire ces mesures. Concernant les risques chimiques, à la demande de l'établissement, et on trouvait ça aussi logique, de faire l'amiante, mais plus spécifiquement l'amiante chrysotile, parce que les méthodes d'échantillonnage et d'analyse sont différentes pour les différents types d'amiante. On a choisi l'amiante chrysotile parce que c'était l'amiante la plus commercialisée au Québec quand l'amiante était populaire dans le temps. Il ne faut pas oublier que dans le temps, on avait des mines d'amiante chrysotile. C'est pour cette raison qu'on l'utilisait souvent dans le domaine de la construction. C'est pour cette raison aussi qu'on avait plus de chances de retrouver l'amiante chrysotile au lieu d'enfouissement technique, parce que c'était des déchets de construction qu'on retrouvait en majorité du temps. Nous avons aussi retenu la silice cristalline quartz, parce que il ne faut pas oublier que sur le lieu d'enfouissement technique, il y a des déchets qui peuvent avoir des briques, des pierres, des roches, et le véhicule peut les casser, ce qui peut faire dégager de la silice cristalline. De plus, on se rappelle que les voies de circulation sont pas mal empruntées par des véhicules lourds, ce qui peut aussi dégager de la silice cristalline quartz. Concernant les résultats qu'on a reçus de l'IRSST, on a décidé de retenir les poussières métalliques suivantes, okay, parce qu'elles étaient en forte concentration ou à cause que leur niveau de dangerosité était quand même assez élevé. Et notre questionnement, suite aux résultats qu'on a reçus de l'IRSST, c'était de savoir est-ce qu'il peut y avoir contamination avec le temps des surfaces. Alors, on a effectué aussi des frottis de surface, spécifiquement le plomb, parce qu'il était présent, afin de répondre à cette question. Alors, concernant notre échantillonnage, on a effectué les endotoxines et les contaminants chimiques en poste personnel sur l'opérateur, ce qui veut dire qu'on a installé des pompes et des équipements sur lui toutes les journées d'échantillonnage qu'on est allé. De plus, on a effectué un poste fixe sur le véhicule à l'extérieur de la cabine afin de comparer l'exposition du conducteur et à l'extérieur de la cabine.
Et on a effectué un poste fixe sur le terrain. Fait que ça peut être un petit peu partout sur le terrain, dépendamment des vitesses du vent, des directions du vent. Fait que pour ces mesures, on a ciblé 5 journées d'échantillonnage. De plus, concernant les poussières métalliques qu'on a effectuées en poste fixe sur le terrain, on a ciblé 2 journées d'échantillonnage. Pour les poussières métalliques en poste fixe à l'extérieur du véhicule, sur le véhicule à l'extérieur de la cabine, 2 journées d'échantillonnage. De plus, on a effectué des frottis de surface plomb sur le tableau de bord du véhicule afin de répondre à notre question, à savoir, est-ce qu'il peut y avoir contamination avec le temps? C'est pour cette raison qu'on a effectué ces frottis-là la première journée d'échantillonnage et la dernière journée d'échantillonnage afin de laisser le temps qu'il y ait contamination, s'il y a. Et ensuite, notre deuxième questionnement, c'est de savoir s'il y a contamination des surfaces, est-ce que ça peut aller à l'extérieur du lieu d'enfouissement technique? Parce que notre établissement n'est pas seulement un lieu d'enfouissement technique. Il y a aussi un atelier mécanique, des bureaux. On voulait savoir si ça pouvait aller à l'extérieur. C'est pour ça que nous avons effectué aussi des frottis de surface dans l'atelier mécanique. On a ciblé une journée d'échantillonnage. OK. Bon, les messieurs de l'INRS de tout à l'heure vont être contents d'apprendre qu'à l'époque, quand nous avons ciblé de faire les mesures d'endotoxine, nous avons privilégié de faire l'approche de l'INRS qui nous semblait beaucoup plus facile d'utilisation et d'explication aux travailleurs-employeurs. Parce que l'approche de l'INRS, tout comme l'IRSST, c'était une méthode d'échantillonnage en poussière totale. Et puis, nous avions une norme, une valeur de référence qui est une exposition individuelle sur 8 heures, ce qui était notre cas aussi pour notre conducteur de véhicule lourd. C'est pour ça que nous avons utilisé cette approche. C'est pas mal ça. On voudrait aussi mettre un petit bémol ici, parce que dernièrement, la CGH a sorti une nouvelle valeur de référence pour les endotoxines en 2024, cet été. Et celle-ci est de 90 unités d'endotoxines par mètre cube, tandis que l'INRS, elle, c'est 200. Cependant, la CGH, la valeur de référence, elle repose sur des méthodes d'échantillonnage en poussière inhalable. Concernant nos mesures qu'on a faites à l'époque, c'est des mesures en poussière totale. Fait qu'on ne peut pas comparer nos résultats avec l'approche de la CGIH. Concernant les mesures qu'on a effectuées d'endotoxine sur le lieu d'enfouissement technique, les voici dans le tableau suivant pour les 5 journées d'échantillonnage. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que oui, il y a des endotoxines au lieu d'enfouissement technique. Ensuite, on peut remarquer que l'exposition quotidienne moyenne du travailleur, les barres en bleu, le EQM, demeure toujours en dessous de la norme préventive de l'INRS, ce qui est quand même une très bonne nouvelle pour les 5 journées d'échantillonnage. Et par la suite, vous allez remarquer que l'exposition quotidienne moyenne du travailleur demeure toujours sous les résultats des mesures en poste fixe sur le camion à l'extérieur du véhicule, ce qui nous démontre que la cabine semble offrir une certaine protection du travailleur concernant les contaminants qui sont dans l'air ambiant du lieu d'enfouissement technique. Ça a l'air bon? C'est pas mal tout. Fait que concernant les bactéries et les moisissures, je vous laisse aux mains d'Audrey. Merci, Pierre-Luc. En fait, comme c'était mentionné un peu plus tôt par Pierre-Luc, c'est qu'au niveau de l'évaluation des risques biologiques, au niveau des micro-organismes cultivables, ça a fait l'objet d'une demande d'expertise à l'IRSST pour l'équipe des risques biologiques. Et c'est vraiment cette partie-là dont je viens vous présenter. Pourquoi ça a fait partie, en fait, l'objet d'une demande d'expertise? C'était parce que nos méthodes offertes normalement dans notre offre de service n'étaient pas vraiment adaptables au contexte d'échantillonnage. Donc, on a dû aller vers un dispositif d'échantillonnage plus approprié. Vous allez le voir à la prochaine diapo. Maintenant, ici, d'entrée de jeu, je vous présente les agents biologiques qui ont été ciblés lors de cette expertise-là. Donc, on est vraiment dans la flore cultivable, donc les micro-organismes qui vont croître au laboratoire lorsqu'on va les mettre dans nos milieux de culture. Et on a ciblé donc les bactéries, des bactéries thermoactinomycètes, les moisissures et aussi une espèce en particulier, la moisissure Aspergillus fumigatus. On voit des concentrations limites d'exposition proposées là, en UFC par mètre cube d'air. Donc, UFC veut dire unité formatrice de colonies. Donc, on voit qu'on est dans la flore cultivable des micro-organismes qui varient, donc d'une absence, si possible, pour la moisissure Aspergillus fumigatus dans le milieu de travail à 20 000 UFC par mètre cube d'air. C'est des concentrations d'exposition
qui sont évidemment pas réglementés au Québec, mais qui sont quand même proposés et sur lesquels on se base à l'IRSST là, pour ensuite interpréter les résultats. Ils sont tirés du manuel d'hygiène du travail de la QHSST, là, le chapitre écrit par ma collègue et chercheuse Geneviève Marchand. Donc, bien qu'il n'y ait pas de valeur réglementée au Québec, il y a quand même des risques qui sont connus à la santé d'une exposition là, pour les travailleuses et travailleurs lorsque dans leur milieu de travail, ils sont exposés à des concentrations élevées de façon régulière. Donc, on voit ici les risques potentiels à la santé, donc irritatifs, immunologiques ou infectieux. C'est le cas notamment de la moisissure Aspergillus fumigatus qui peut causer des aspergilloses. Donc, c'est pour ça qu'on avait décidé aussi de l'inclure dans l'évaluation. Au niveau des prélèvements d'air, ils ont été effectués par CIP10M, qui est en fait, qui veut dire capteur individuel de polluants microbiologiques. C'est le dispositif que vous voyez ici à votre gauche. C'est, dans le fond, un dispositif d'échantillonnage qui va prélever l'air. Et on voit ici, dans le fond, dans la portion de la tête d'échantillonnage, se trouve une coupelle. Et à l'intérieur de la coupelle, on met un liquide. Donc, c'est du prélèvement d'air en phase liquide. Et ce qui est intéressant pour les micro-organismes, parce que surtout qu'on est en cultivable, ça permettrait de, dans le fond, conserver la viabilité des micro-organismes. En fait, c'est un dispositif qui est intéressant parce qu'on peut le positionner soit en zone respiratoire du travailleur ou encore faire des prélèvements d'air ambiant en poste fixe. Donc, il est très versatile à ce niveau-là. Le prélèvement d'air aussi, dans la phase liquide, nous permet d'avoir une grande flexibilité là, sur le domaine d'application au niveau de l'analyse au laboratoire ensuite, parce qu'on peut diluer des échantillons qui seraient trop concentrés. Il est portable, il est compact, il a une bonne autonomie. Au niveau de la batterie, on peut faire de l'échantillonnage de longue durée. Bref, on l'aime bien dans notre équipe. Et voici la stratégie d'échantillonnage qui a été employée. Donc, on a positionné en A, vous voyez en haut à gauche, un CIP10 à l'intérieur de la cabine sur le tableau de bord qui fait face aux travailleurs de la cabine. En B, on voit ici le CIP10M qui est positionné à l'extérieur du véhicule. Donc, il est situé en fait près de la prise d'air qui est ensuite acheminée dans la cabine. En C, on voit un exemple, ce n'est pas le travailleur de l'expertise, mais un exemple de positionnement en zone respiratoire. Donc, avec le harnais, là, c'est situé au niveau du torse du travailleur. Et en D, on a fait un témoin. Donc, pourquoi un témoin? C'est une référence hors site qu'on a effectuée. Il faut comprendre qu'on était dans un site extérieur, donc, et c'était en septembre, l'automne. Souvent, les concentrations sont plus élevées de moisissure dans l'air. On voulait s'assurer qu'il n'y ait pas une charge environnante élevée, ou en tout cas caractériser cette charge-là en micro-organismes dans l'environnement pour voir quelle était la comparaison avec ce qu'on vraiment mesurait sur le milieu de travail, le site d'enfouissement même. Donc, notre témoin était situé à 500 mètres environ là, du site d'enfouissement. On a fait des prélèvements de 3 à 4 heures à un débit de 10 litres par minute. On a ciblé 2 périodes d'échantillonnage, l'avant-midi et l'après-midi, au cours d'une même période, au cours d'une même journée. Donc, ici, c'est les résultats qu'on a obtenus. J'ai mis en petit ici les valeurs sur lesquelles on s'est basé pour l'interprétation, les concentrations limites d'exposition proposées. Et dans le fond, vous voyez le tableau avec les différents agents biologiques ciblés ici, puis nos différentes zones de prélèvement et les périodes AM ou PM. Donc, on remarque au niveau des références hors site là, que c'est peu chargé au niveau de notre témoin, donc c'est une bonne chose. On était assez éloigné du site d'enfouissement. Puis, ça nous permet de s'assurer, en fait, qu'il n'y a pas une charge importante dans l'environnement qui contribuerait aux concentrations, en fait, obtenues sur le site d'enfouissement. Ensuite, au niveau de l'extérieur du véhicule, c'est les concentrations les plus élevées, évidemment, qu'on a mesurées. On s'y attendait. Des concentrations là, élevées en bactéries, en moisissure, donc des dépassements de respectivement 30 fois et 10 fois environ, là, je vais dans les approximations, pour des concentrations limites d'exposition proposées pour les bactéries et les moisissures.
Il y a aussi une présence d'Aspergillus fumigatus de l'ordre de 10 à la 2, donc c'est quand même une concentration importante de ce contaminant-là. On se rappelle qu'on n'en veut pas dans le milieu de travail. Ensuite, au niveau de l'intérieur du véhicule, on a eu des dépassements en bactéries et en moisissures de respectivement 1,5 et 3 fois, donc seulement en avant-midi. Et au niveau de la zone respiratoire du travailleur, on a eu des dépassements en avant-midi encore au niveau des moisissures de l'ordre de 1,5 fois les concentrations limites d'exposition proposées. Au niveau de la zone respiratoire du travailleur, cependant, j'aimerais dire qu'il y a quand même des concentrations élevées qui s'approchent des concentrations limites d'exposition proposées qui ont été mesurées là, au niveau des bactéries. Donc, en résumé, pour les risques biologiques, la portion cultivable, on voit que les concentrations sont beaucoup plus faibles à l'extérieur du véhicule qu'à l'intérieur et au niveau de la zone respiratoire du travailleur. Donc, ça va dans le même sens que ce qui est indiqué plus tôt par Pierre-Luc, que la cabine semble offrir une certaine protection. Néanmoins, il y a des dépassements qui ont eu lieu, qui ont été obtenus en AM pour l'intérieur du véhicule et la zone respiratoire du travailleur. Et ça serait dû, en fait, à la tâche de remplissage du réservoir à essence, on pense, qui a augmenté l'exposition du travailleur et qui s'est passé en avant-midi cette journée-là. Donc, pour la suite, je vais repasser à Pierre-Luc qui va continuer avec les risques chimiques. Concernant les contaminants chimiques, alors on va commencer par l'amiante chrysotile. Encore une fois, il n'y a aucune procédure spécifique concernant la gestion des déchets contenant de l'amiante sur le lieu d'enfouissement technique. Les déchets arrivent par des entrepreneurs en construction sur place, ils les déposent. Comme vous pouvez voir sur les photos, ça peut être des sacs jaunes, oranges, ça peut être des boîtes, ça peut être n'importe quelle matière, mais ils vont se distinguer un petit peu plus des autres déchets. Cependant, notre opérateur n'est pas avisé de la venue de ces déchets et il va traiter ces déchets comme tout autre déchet, ce qui veut dire qu'il va les compacter et ça peut générer des poussières. Concernant les résultats qu'on a effectués, les résultats qu'on a reçus des mesures qu'on a effectuées au lieu d'enfouissement technique pour l'amiante chrysotile, vous remarquerez au premier coup d'œil que dans le tableau, il y a des rectangles verts qui représentent la quantité en tonnes de déchets reçus lors des différentes journées d'échantillonnage de déchets qui contiennent de l'amiante. Comme par exemple, le 16 août 2022, il y a eu 17 tonnes de déchets qui contenaient de l'amiante versus le 24 août, ils ont reçu 0,8 tonnes. On voit que le 29 août, c'est 40 tonnes, 30 tonnes pour la journée suivante. Fait qu'il peut y avoir vraiment beaucoup de déchets qui contiennent de l'amiante d'une journée à l'autre. Mentionnons aussi que ce n'est pas tous les lieux d'enfouissement technique qui reçoivent de l'amiante. OK? Deuxièmement, on peut remarquer dans le tableau qu'il y a des mentions NR pour plusieurs résultats, ce qui veut dire que l'analyse n'a pas pu être réalisée en laboratoire. Là, on se rappelle qu'on est dans un lieu d'enfouissement technique, endroit même où il y a plusieurs contaminants dans l'air. Puis le fait d'avoir plusieurs contaminants dans l'air a nuit à l'analyse en laboratoire, tout simplement. Mais par chance, nous avons quand même eu 4 journées d'échantillonnage sur 5 des résultats pour l'exposition quotidienne moyenne du travailleur et son exposition quotidienne moyenne est demeurée sous la norme québécoise concernant l'amiante chrysotile qui est de 0,1 mg par mètre cube. Et de plus, concernant les 2 journées d'échantillonnage où on a eu des résultats de mesure en poste fixe sur le camion, on peut remarquer que l'exposition quotidienne moyenne du travailleur est demeurée en dessous de ces résultats, ce qui nous indique que la cabine semble offrir une certaine protection du travailleur concernant les contaminants présents dans l'air ambiant du lieu d'enfouissement technique. Et de plus, on peut répondre à cette question. Y a-t-il de l'amiante au lieu d'enfouissement technique? Eh bien, oui, nos résultats le prouvent. Concernant les poussières de silice cristalline quoi, je vous l'ai indiqué tantôt, il y a de la roche, de la pierre qui peuvent être cassées, qui peut dégager de la silice, tout comme les voies de circulation avec les véhicules lourds qui circulent qui peuvent dégager de la silice cristalline. C'est pour cette raison et avec logique qu'on a ciblé ce contaminant. Concernant les résultats qu'on a obtenus pour la silice cristalline, on peut remarquer que l'exposition quotidienne moyenne du travailleur est demeurée en dessous de la norme préventive de l'ACGH pour les 5 journées d'échantillonnage. L'équipe de santé au travail a toujours choisi, d'après mon expérience depuis 2010, la norme préventive de la CGH pour la silice cristalline quartz, parce que ça a toujours été plus préventif que la norme québécoise. Même aujourd'hui, malgré que la norme québécoise soit plus préventive,
l'équipe de santé au travail choisit toujours la norme préventive de la CGIH. Et c'est ça, l'exposition quotidienne moyenne du travailleur est demeurée en dessous de cette valeur de référence, qui est une bonne nouvelle. Et de plus, on peut remarquer encore une fois que son exposition quotidienne moyenne demeure en majorité du temps sous les résultats des mesures en poste fixe sur le camion. Ce qui nous indique encore une fois que la cabine semble offrir une certaine protection du travailleur des contaminants présents dans l'air ambiant du lieu d'enfouissement technique. Concernant les poussières métalliques qu'on a effectuées dans l'air, vous voyez les contaminants. On rappelle qu'on a effectué des postes fixes sur le camion et des postes fixes sur le véhicule. Là, on vous a mis ici une colonne pour la valeur d'exposition moyenne pondérée de la réglementation québécoise, juste pour vous situer, hein, parce que c'est bien beau montrer des chiffres, mais il faut comparer aussi. Mais vous remarquerez que la majorité des résultats qu'on a reçus sont extrêmement bas. Comme par exemple, si on regarde le résultat le plus haut qu'on a reçu, qu'on a eu, c'est le trioxyde de fer qui représente 2,8 de la VEMP de la norme québécoise, qui est extrêmement bas. Fait que tant mieux. Cependant, ça ne répondait pas à notre question à savoir est-ce qu'il peut y avoir contamination avec le temps. Alors, c'est pour cette raison qu'on a effectué des frottis de surface sur des zones contaminées et des zones non contaminées. Concernant les zones contaminées, on a utilisé la valeur de référence du Brookhaven, qui est de 500 microgrammes par 100 cm². Alors, encore une fois, on a effectué un frottis de surface sur le tableau de bord du véhicule la première journée d'échantillonnage et on a eu 36 microgrammes par 100 cm². Et puis, on a effectué le nettoyage du tableau de bord et puis on a attendu jusqu'au 12 septembre 2022 pour refaire ce même frottis de surface à la même place. Et on a eu un résultat de 9,07 microgrammes par 100 cm². Ça semblait répondre pas mal à notre question, à savoir est-ce qu'il peut y avoir contamination avec le temps des surfaces. Et puis, n'oublions pas, la deuxième question que nous avions, c'est est-ce qu'il peut y avoir contamination des surfaces à l'extérieur du lieu d'enfouissement technique? C'est pour cette raison qu'on a effectué un frottis de surface, le coffre à outils dans l'atelier mécanique d'un mécanicien. Nous avons eu un résultat de 27,6 microgrammes par 100 cm². Sur place, le mécanicien nous indique qu'il y a un bureau informatique où il rentre des données dans un ordinateur. Il nous demande de faire un frottis de surface, ce que nous avons fait, bien sûr. Et nous avons eu un résultat de 4,39 microgrammes par 100 cm². Vous remarquerez que les résultats sont quand même très bas là, par rapport à la valeur de référence du Brookhaven. Cependant, il y a présence. Concernant les zones non contaminées, eh bien, nous avons encore une fois utilisé la valeur de référence du Brookhaven, qui est de 22 microgrammes par 100 cm². Et puis, nous avons effectué des frottis de surface dans la cuisine de l'atelier mécanique, le même endroit où notre opérateur d'engin lourd va prendre ses pauses et son dîner. Et nous avons eu un résultat de 2,97, ce qui est quand même très bas, tant mieux. Et puis, nous avons effectué aussi un frottis de surface dans le casier d'un travailleur présent dans la cuisine de l'atelier mécanique. Il faut juste mentionner que les casiers sont présents dans la cuisine, là, dans l'atelier mécanique. Nous avons eu un résultat de 2,76, ce qui est quand même aussi très bas. Comme vous pouvez remarquer, ça respecte la valeur de référence du Brookhaven. Cependant, il y a présence. Pour la suite des choses, je vais vous remettre aux mains de Claire. Alors, vous avez vu les résultats. Le gros caillou, c'était les risques biologiques, beaucoup de moisissures bactéries. Et les substances qui ont été identifiées qui sont quand même préoccupantes. Amiante. Donc, on a des expositions minimales, des cancérogènes qui sont là. Et ça respecte les VEMP, mais c'est quand même préoccupant. Donc, il y a eu un rapport de rédiger puis une présentation au milieu de travail pour que les travailleurs comprennent bien c'est quoi, là, pourquoi on était là, puis qu'est-ce qu'on a échantillonné. Ça a permis de formuler des recommandations. Des recommandations qui ont été, bien sûr, communiquées au milieu de travail. Donc, là aussi, nous, on a ce qu'on appelle la hiérarchie des moyens de prévention. Donc, ici, on parle de mesures administratives. Donc, je ne vais pas toutes les nommer, là, mais en gros, on voulait éviter que la population vienne au lieu d'enfouissement technique, ce genre de choses-là, recouvrir les déchets avant de les compacter. Ça, c'est pour l'amiante, OK? Parce que c'était une des préoccupations. Je vais aller un petit peu plus vite. Des recommandations qui touchaient les équipements. Donc, on parle d'utiliser des filtres EPA, améliorer l'étanchéité de la cabine. Il y avait des pistes aussi pour le fonctionnement de la ventilation qui ont été formulées pour améliorer tout ça. Et bien sûr, d'effectuer une inspection
de la cabine. Au niveau du nettoyage des lieux, étant donné qu'il y a un petit peu d'accumulation qui se faisait, il y a eu des recommandations en termes de fréquence et méthodes de nettoyage. Et bien sûr, de façon classique, les mesures d'hygiène assez habituelles là, quand on parle de contaminants qui s'accumulent, là, donc laver le visage, les mains, éviter de manger et de boire dans les zones de travail. Peut-être, si on mange un sandwich dans le camion, c'est peut-être pas une bonne idée. Le 36, là, on est plus à 22 microgrammes par 100 cm3 là, pour quand on est d'une salle à manger. Là, fait que faut que ce soit plus propre que ça, d'avoir un accès aux douches. Donc, et pour la protection respiratoire, on n'a pas voulu demander des masques en tout temps, mais une protection respiratoire quand on sort du camion sur le lieu d'enfouissement technique. Alors, merci là, des collaborateurs de l'IRSST.